BFM Bourse, le club de la bourse. Nos coéquipiers du club sont là. Ils viennent de nous rejoindre. Stéphane Barbier de la Serre. Bonsoir Stéphane. Bienvenue. Bonsoir. Pour Noble Capital Management ou Noble. Capital Management. Igor Demac également nous accompagne. Bonsoir Igor. Bonsoir Guillaume. Bienvenue, associé dirigeant de Vital Épargne. On est ravis messieurs de vous retrouver et on peut constater une chose en cette fin de semaine, c'est que le marché action reste toujours aussi sensible au marché obligataire. Jérôme Powell qui s'est exprimé hier et qui a répété, on savait qu'une nouvelle hausse de taux était possible si nécessaire. Les banques centrales restent data dependent. Christine Lagarde qui répète, c'est pas une surprise, qu'il n'y aura pas de baisse de taux avant plusieurs trimestres. Elle l'avait déjà dit, c'est pas tout à fait nouveau et pourtant les marchés sont sensibles à ces déclarations. Igor, chez Vital Épargne, est-ce que votre scénario c'est un maintien des taux de marché en gros sur les niveaux actuels pendant des trimestres et des trimestres? Le marché de taux, c'est le marché directeur. Parce que c'est avec un taux d'intérêt qu'on valorise tous les actifs. Donc c'est tout à fait normal que les actions réagissent à ces fortes, en tout cas à ces mouvements très volatiles. Et les marchés, ça fonctionne comme un pendule, ça s'arrête jamais au milieu d'une fois. Donc là, on est dans la phase d'appréciation. Il y a deux éléments qui me paraissent très importants pour une future baisse des taux pour les banquiers centraux. C'est un stress macroéconomique, donc une croissance qui s'affaisse, donc une relance par de nouveau l'endettement quantitative easing, ou un stress systémique qui peut venir d'un système bancaire, on l'a vu aux États-Unis, ou alors d'un État souverain qui a plus de difficultés à se financer lors d'une adjudication. Donc c'est plutôt ces éléments-là qui vont conduire à accélérer le processus de baisse des taux. Mais là, lequel des deux scénarios est le plus probable d'après vous? Un ralentissement trop fort qui les pousserait les banques centrales à être plus accommodantes ou carrément un accident financier compte tenu des niveaux de taux actuels? L'accident financier, personne ne peut le prévoir. On n'avait pas vraiment prévu la faillite de la banque californienne. Et puis il ne faut pas diffuser de l'angoisse plus qu'on en a aujourd'hui. Je pense que le sujet central, c'est de ne pas affaiblir trop la croissance macroéconomique pour que les profits des entreprises, et on le voit, ils sont très sanctionnés quand ils déçoivent, ne soient pas trop affectés et entraînent aussi sur la consommation, l'indice de confiance, etc., des conséquences trop négatives. Les taux d'intérêt, la hausse des taux, ça a vraiment agi comme un uppercut pour tout un tas d'acteurs, tout un tas de secteurs. Et aujourd'hui, on est un peu groggy. Donc c'est pour ça que la hausse et la baisse des marchés actions en fonction des discours est un peu logique parce que l'investisseur a un peu titubant. Il a eu une hausse ininterrompue, très forte, très marquée. Là, on a eu une détente. Et puis là, on nous dit, attention, l'inflation est quand même à un niveau encore élevé. Il y a quand même des éléments, notamment la géopolitique, mais pas uniquement, qui contribuent toujours à être une zone de risque pour l'indice des prix. C'est pour ça qu'on n'est pas encore dans la phase où on sait que la baisse des taux va arriver. Mais en tout cas, on sait que quand la baisse des taux arrive, ça fait monter les marchés financiers, en tout cas les actions. Oui, certaines plus que d'autres, mais globalement. Pour l'instant, on n'y est pas. Et on a vu ces derniers jours que les anticipations de baisse de taux à venir en 2024 ont permis effectivement au marché de bien progresser. Et là, les banquiers centraux ont vraiment voulu doucher cette dynamique. L'inflation n'est pas encore complètement battue. Et d'ailleurs, on le voit dans un chiffre qui a été publié tout à l'heure, l'indice du Michigan aux États-Unis, qui mesure le moral des consommateurs. Il y a la composante anticipation d'inflation. L'anticipation d'inflation à 12 mois par les consommateurs américains se redresse encore, peut-on même dire, puisque les consommateurs américains attendent désormais à horizon 12 mois une inflation de 4,4%, alors qu'ils attendaient le mois précédent une inflation de 4,2% à un an. Donc le consommateur américain s'attend à une inflation qui réaccélérerait. C'est autoréalisateur quand le consommateur américain s'attend à une réaccélération de l'inflation. Ça fait réaccélérer l'inflation et c'est un problème pour la Fed. L'acte d'achat ou de consommer, il dépend de la confiance dans l'avenir. Donc si on vous dit les prix vont être plus chers dans 3, 6, 12 mois, vous avez presque intérêt à suracheter et donc à alimenter le propre effet que vous tentez de contrecarrer. Donc effectivement, c'est très psychologique. Après, il y a des données fondamentales qui sont les données notamment de matières premières, dont on pourra parler, qui font que quand le pétrole est plus cher, le pétrole c'est un impôt pour les consommateurs européens, pour les zones où on n'a pas de matières premières. Donc ça, c'est directement dans la facture. Aujourd'hui, je suis pas sûr que quelqu'un peut avoir une vision très baissière sur le pétrole avec ce qui se passe. Alors,
c'est un des éléments à surveiller aujourd'hui, et c'est normal que dans le périmètre d'angoisse du consommateur, le fait que les prix redeviennent un peu plus chers, et on voit bien de toute façon les régimes d'inflation des prix, enfin d'indice des prix, il s'est désynchronisé. On est en déflation en Chine, on a un reflux plus marqué aux États-Unis que chez nous, parce que notre structure d'indice de prix de consommation est différente, notamment sur la partie énergétique. Donc ouais, tout s'est un peu déréglé sur l'inflation aussi par rapport à la période précédente, au cycle précédent. Et ce souvenir d'Oscar Wilde, on peut rappeler cette phrase d'Oscar Wilde, elle est belle. L'expérience, le nom que les hommes donnent à leurs erreurs. C'est ça, c'est chouette ça. Il y en a une autre sur l'expérience. Les jeunes font de l'expérience avec leur argent, et les personnes plus expérimentées font de l'argent avec leur expérience. Voilà. Oui. C'est ce qu'on souhaite à chacun d'ailleurs. Comment expérience et patience sont les deux qualités pour bien gérer son argent avec les actifs financiers. Pas uniquement la bourse, aussi les obligations. Mais qu'apporte l'expérience quand on est dans une terra incognita quand même, parce qu'on est quand même sur une phase assez inédite dans plein de domaines. On a des taux qui ont beaucoup progressé et en face une masse, un volume de liquidité absolument gigantesque. On a rarement vu autant d'investisseurs cash. On a aussi très peu de visibilité géopolitique, bien sûr, des disruptions technologiques de tous les côtés. Enfin, cet amas d'incertitudes quand même assez inédit. Comment on fait avec l'expérience que l'on a et que vous avez, messieurs, que vous portez, que vous proposez aujourd'hui de partager à nos auditeurs et téléspectateurs pour choisir telle ou telle classe d'actifs? Moi, ça fait 15 ans que je viens faire des émissions chez vous, notamment, et ça fait 15 ans qu'on me dit que le futur est incertain, qui est une tautologie, puisque, par définition, je ne sais pas s'il y a plus d'incertitude. Je pense qu'au contraire, on est sorti du régime de taux précédent, donc d'un cycle. Les cycles de régime de taux durent une dizaine, vingtaine d'années. Donc on sait que l'argent va être plus cher. On sait que l'inflation est plus élevée que dans le dernier cycle. Les conflits dont on parle aujourd'hui, je mets peut-être de côté l'Ukraine qui est un nouveau conflit, mais c'est quand même un conflit qui vient de l'Empire soviétique, qui s'est désagrégé. Le nouveau conflit au Proche-Orient, c'est pas un nouveau conflit. Je ne nie pas les conséquences, mais vous voyez, c'est pas des choses qui étaient finalement si incertaines que ça, vu qu'en Ukraine ça dure depuis 2014 et que le sujet de la bande de Gaza et de la Palestine et d'Israël est un sujet qui dure depuis 1948. Donc si on remet les choses et les faits, le monde doit s'adapter au vieillissement des économies occidentales et à la moindre capacité, notamment d'une partie, c'est-à-dire de l'Europe, de produire de la croissance, avec un poids de la dette très important. Et ça structure notre philosophie pour les prochaines années. Bien sûr, on ne sait pas ce que sera l'indice, la croissance en 2024, mais globalement, on sait qu'on est dans un cycle long, parce que les cycles de taux sont des cycles longs. Voilà, et les cycles économiques sont un peu plus courts. Il y a 3, 7, puis il y a le Kondratiev. Mais voilà, donc le cycle de taux nous impose aujourd'hui, conseiller à des clients, de profiter du fait que l'argent rapporte. C'était pas le cas avant. Donc l'obligataire, le monétaire. Voilà, l'obligataire. Que dans le marché action, il y a de la performance. Alors évidemment, il y a des grosses disparités, mais je pense que pour un portefeuille équilibré, il faut avoir quelques thèmes qui peuvent permettre de créer de la valeur. Les entreprises sont évidemment les agents économiques les plus efficients. Donc on va voir la contribution du profit par rapport, par exemple, à la partie publique. Donc non, je dirais qu'on a plutôt maintenant la certitude que le monde a changé, vraiment. Donc le pendule toujours. On va avoir probablement pendant de nombreuses années un cycle démographique défavorable dans une certaine partie du monde, c'est-à-dire l'Occident, mais aussi maintenant la Chine qui vieillit à vitesse accélérée. Et ça, c'est un facteur déflationniste. Et c'est l'exemple du Japon. Mais la Chine, c'est 10 fois plus grand que le Japon. Voilà, donc ça, ce sont des données un petit peu structurelles, moyen, long terme. Oui, mais vieillissement de la population, vous dites à l'instant, c'est déflationniste, parlant de la Chine, mais ça voudra dire aussi que les entreprises auront de plus en plus de mal à trouver de la main-d'œuvre, puisqu'il y aura moins d'actifs. Oui, mais et donc, de ce point de vue, ça fera monter les salaires. Ça, c'est pas très déflationniste. Oui, mais on parle aussi d'intelligence artificielle, on parle de remplacement, on sait qu'il y a des secteurs qui travaillent avec énormément de main-d'œuvre et qu'elles sont employées, mais peut-être que si elles l'étaient pas, ça fonctionnerait aussi bien, mais on veut pas créer des masses de chômeurs aussi, parce qu'on veut maintenir les équilibres sociaux. Le vieillissement, c'est aussi des acheteurs naturels d'obligations.
Donc ça répond à la problématique de qui achète ses obligations en permanence. C'est les gens qui vieillissent, puisqu'on prend moins de risques quand on est vieux que quand on est jeune. Donc toutes ces dynamiques, elles se mettent en place et ça dessine un monde qui est différent du monde qu'on a vécu avec la politique à taux zéro, qui était assez pervers et dont on voit aussi aujourd'hui les effets de perversion sur des secteurs très endettés, des valorisations qui ne correspondent plus à la capacité d'engendrer des cash flows opérationnels. Messieurs, cette question sur les réseaux sociaux de BFM Bourse, quel actif va le plus rebondir d'ici la fin de l'année? Est-ce que ce seront les marchés européens? Est-ce que ce sera plutôt Wall Street? Et pourquoi pas le Bitcoin? Ou est-ce que ce sera les matières premières? Vous êtes une majorité pour l'instant. Et c'est le réseau social, nos réseaux sociaux BFM Bourse. On n'est pas sur BFM Crypto. Une majorité a voté pour le Bitcoin à 37%, parce que la semaine aura été marquée effectivement par une hausse du Bitcoin qui aura franchi cette semaine les 38 000 $. Pour vous, messieurs, très globalement, très largement, de façon transversale, pour vous, quel sera l'actif gagnant de cette fin d'année, peut-être de 2024, s'il fallait en choisir un? Igor. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais l'investisseur et l'être humain a tendance à proroger ce qu'il a vu récemment. Le Bitcoin, on ne peut pas dire qu'il a une mauvaise performance. Et donc, je pense que ça projette un petit peu une année qui est meilleure pour cet actif. J'ai un peu du mal à dire que c'est un actif, mais en tout cas par cet élément de placement chez certains. Bon, après, l'année boursière, je dirais qu'elle va finir dans moins d'un mois, puisque mi-décembre, je pense qu'il n'y a plus trop de... Ça dépendra vraiment beaucoup de ce qui se passe sur les taux d'intérêt, parce que les résultats, vous voyez que finalement, on va arriver vite à la fin des publications. Les matières premières, c'est trop complexe de le dire, parce qu'aujourd'hui... c'est de la géopolitique. Oui, puis les matières premières, ça regroupe tellement de choses que, entre le contrat sur le jus d'orange et puis... et le pétrole. Et le pétrole, voilà, c'est des dynamiques propres, des marchés propres. Les marchés européens sont quand même très en retard, donc il y a peut-être quelque chose. Les small et mid cap, alors ça c'est plutôt quelque chose à faire sur le moyen terme, parce que là on enfonce des niveaux de valorisation, d'écart de performance avec certes des grandes capitalisations boursières qui ont été plus liquides, et on a eu une prime aux actifs un peu plus liquide. Et d'ailleurs, pourquoi les GAFAM attirent la lumière? Parce que c'est des énormes capis, parce que ça traite beaucoup. Et c'est vrai qu'on doit affecter une prime à la liquidité. Mais il y a des niveaux de valorisation qui interrogent sur les small et mid européennes en ce moment, je dirais. Donc pourquoi pas un réveil à venir des small et mid? Il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Là, s'il n'y a pas de résultats, je vois pas, vu le flux aujourd'hui sur le marché action, il faut un peu de flux, mais il n'en faut pas beaucoup sur les small et mid pour les faire monter. C'est plus difficile de faire monter la capi d'Apple. Et sur les GAFAM, vous dites attention ou pas? Est-ce que les marchés américains pourront rester portés par les GAFAM, ou cette fois on est parti peut-être pour voir un essoufflement? Parce que je vous pose la question parce que cette année la hausse des GAFAM, c'est surtout une hausse des multiples, donc ça n'ira sans doute pas jusqu'au ciel. Il y a deux choses pour faire progresser son cours de bourse. Il y a la hausse des résultats et la hausse des multiples. Si on a les deux en même temps, c'est le jackpot. On peut avoir une jambe et pas l'autre. On ne peut pas avoir de manière permanente les deux jambes. Chaque fois qu'on a dit que ça allait pas se poursuivre, ça s'est poursuivi. Donc ça, c'est l'effet d'expérience. Donc je donnerais pas forcément de conseil. Aujourd'hui, ce sont des refuges et ça attire la liquidité mondiale. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Un peu comme le propos sur l'or, c'est un peu l'or des marchés financiers. C'est on y va parce qu'il y a du cash, parce qu'il y a un business, ça brille. Et c'est défensif en même temps. Et c'est défensif. Et comme l'or, c'est en dollars. Et comme l'or, il n'y a pas beaucoup de rendement. Enfin, il y a des sociétés, des GAFAM qui versent des dividendes, mais voilà, donc ça a tout l'attrait. Elles rachètent leurs actions. Voilà, d'une sécurité. Oui, mais c'est pas des gros dividendes yielders comme d'autres secteurs. Et je rajouterais juste un petit secteur qui m'intéresse toujours, c'est les banques. J'en ai souvent parlé, mais je trouve que, encore une fois, même si c'est très dépendant des taux d'intérêt, je trouve que le secteur c'est beaucoup assaini. Alors, on parle toujours de l'affaire aux États-Unis, mais le secteur européen me semble toujours intéressant du point de vue de la valo, de la qualité des bilans, même si c'est un peu systémique, même si c'est un peu des utilities semi-public-privé quand même, puisqu'ils font partie de l'écosystème, surtout pour les établissements systémiques. Mais voilà un peu mon... Les banques, vous êtes le deuxième à nous proposer les banques depuis hier. Les experts... Actions, obligations aussi. Actions, les obligues. Les obligations qui continueront de performer, de concurrencer les actions donc, aussi. On parlait des obligations des banques là. Les obligations bancaires, pardon.
Après, oui, pour placer à terme et à court terme pour bénéficier des taux, mais les obligations des banques, comme les actions, d'abord, c'est des grosses émettrices, les banques, d'obligations. Ouais. Bon, et il y a quelques minutes, vous nous disiez, Stéphane, que certains plongeons sur les marchés sont peut-être des signaux de capitulation et donc des signaux d'assainissement à partir desquels un rebond sera possible. On a Diageo, là, aujourd'hui, qui, par exemple, à Londres, perd 15%, le leader mondial des spiritueux, qui déçoit sur sa publication. Mais enfin, grosse sanction quand même, moins 15. On avait eu ici à Paris, bien sûr, Alstom, Worldline, Sanofi, Plasticomium, qui ont littéralement plongé aussi sur des chiffres qu'ils ne méritaient peut-être pas complètement. Est-ce que vous y voyez le signe effectivement de capitulation titre par titre, stock par stock, et donc d'un assainissement en cours des marchés? Non, c'est des histoires différentes. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'Alstom, Worldline, c'est comme Sanofi, Diageo. Il y a des éléments conjoncturels de résultats, de style de consommation, de moment de consommation. Et puis, il y a quand même des modèles économiques qui sont remis en cause. Le modèle économique d'Alstom qui engendre périodiquement des trous de cash de cette nature-là. Et Worldline est aussi une question de modèle. C'est pas tout à fait les mêmes sujets. En revanche, une action qui, une société solide, bien financée, avec du cash qui baisse parce que il y a un trimestre, 2 trimestres qui sont pas bons. Là, en tant que gérant un petit peu long terme, c'est des moments de refaire des achats à bon compte, ça c'est sûr. LVMH, je pense pas qu'on puisse dire que la société est une mauvaise société, que les ratios de valo se détendent. Ça permettra peut-être à quelqu'un de refaire un peu une ligne, etc. Merci messieurs. Nos coéquipiers du club ce soir, Igor Demac pour Vital Épargne, Stéphane Barbier de la Serre pour Noble Capital Management. Bonne soirée messieurs.